Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 décembre 2016. Le titre du jour est comme sur des roulettes. En effet, hier soir, la Fed a augmenté ses taux d'intérêt. Les taux longs américains ont continué de grimper. Le dollar a cassé ses plus hauts annuels et inscrit de nouveaux records. Les indices, après avoir consolidé et digéré cette hausse de taux et cette hausse des perspectives aux États-Unis, sont repartis à la hausse. Un grand bravo donc à Janet Yellen qui a réussi à relever les taux, à relever ses perspectives de croissance, à maintenir ses perspectives d'inflation et à augmenter les perspectives de hausse de taux de 2 à 3 hausses de taux en 2017. Est-ce que cette hausse de taux et ces perspectives de hausse de taux ont fait peur aux indices ? Non, les indices continuent de monter et on est toujours dans des tendances haussières. Qu'est-ce qu'ont eu comme effet positif cette remontée des taux ? Le secteur bancaire qui tire aujourd'hui le CAC 40 au-dessus des 4800 points. Que peut-on donc en conclure ? Eh bien, on peut en conclure qu'après une année 2016 particulièrement houleuse, après des rendez-vous clés et des chocs de marché qui ont été le Brexit, l'élection de Donald Trump et plus récemment le référendum italien, eh bien, on peut considérer que la fin d'année boursière est terminée. La Fed a remonté ses taux, elle a remonté ses perspectives, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les indices américains et européens sont haussiers. On est en plein rallye de Noël en train de finir l'année en beauté. Le dollar est bien évidemment recherché étant donné les perspectives aux États-Unis et les attentes des marchés concernant 2017. Aussi, l'or qui est refuge habituellement et l'euro-dollar qui était sur ses plus bas annuels, eh bien, ont continué de décaler. Les tendances qui étaient donc en place depuis des semaines ne font que perdurer. Voilà, donc tout se passe comme sur des roulettes et ce jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on ait une inversion de vapeur, qu'on ait des cassures de support ou autre. En attendant, ce sont clairement les acheteurs et ceux qui mettent à profit les tendances en place depuis l'élection de Donald Trump qui continuent d'en profiter. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant de commencer, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX travaille ses plus hauts annuels à 11 340 points. Le prochain seuil technique, ce sont les 11 400 points. Au-dessus de ce seuil-là, un nouveau potentiel haussier pourrait se libérer, mais n'allons pas trop vite en besogne non plus. Le CAC 40, lui, enregistre un nouveau plus haut annuel à 4810 points ce matin. Il est dans un canal haussier de moyen terme. Il y a une résistance. La prochaine résistance se trouve à 4840-4850 points. Nouveau plus haut annuel du dollar index à 102,6 points. Le dollar index casse ainsi ses plus hauts des dernières semaines. Il inscrit un nouveau plus haut de 13 ans. Il est dans une tendance haussière mensuelle puissante. Les opérateurs anticipent plus de hausse de taux, plus de croissance, plus d'inflation aux États-Unis et c'est ça qui soutient la monnaie américaine. Du coup, parallèlement, nouveau plus bas annuel sur l'euro-dollar à 1,0470. On a donc cassé les 1,0510 qui étaient les plus bas annuels sur l'euro-dollar. On est allé chercher les 1,0470. Attention parce que à 1,0450, 1,0460, on a les plus bas de 2015. Donc certes, on a cassé les plus bas annuels et on est en tendance baissière. Il faut encore confirmer cette cassure proprement par une cassure des plus bas de 2015 qui se trouve à 1,0450. Et si réellement il y a une cassure en puissance et des dégagements de position, alors par la suite peut-être qu'on pourrait se diriger en direction de la parité. Pour l'instant, c'est baissier en mensuel, en hebdomadaire, en journalier, mais quant à la cassure, elle n'est pas encore effective.
L'USD Yen a cassé les 116 yens. Je vous expliquais que ces dernières séances, il était comprimé entre sa tendance haussière de court terme et une résistance de moyen terme à 116 yens. Eh bien, les marchés continuent de grimper, le yen est délaissé, le dollar est recherché. C'est ce qui explique que l'USD Yen approche des 118 yens et qu'il gagne 190 pips en l'espace de 24 heures. Le pétrole WTI a comblé son gap à 51,4$ ouvert lundi dernier. On en parlait ces dernières séances. C'est fait. Il est en train de graduellement se stabiliser autour des 50-51$. Il faut savoir laisser le temps au temps. Le WTI venait de prendre 25% en l'espace de 3 semaines. Il a aussi le droit de consolider sa hausse récente. En termes d'actualité macroéconomique, la Fed n'anticipe plus 2 mais 3 hausses de taux en 2017. Une croissance de 2,1 en 2017 contre 2% auparavant et une inflation de 1,9% fin 2017. Suite à ces anticipations, eh bien, les obligations US se sont tendues et le 10 ans US a atteint 2,57%, son plus haut depuis avril 2014. Parallèlement à ça, concernant le pétrole de schiste aux USA redémarre. Les plateformes de forage supplémentaires en activité ont augmenté de 58% depuis fin mai. Donc attention, plus les prix du pétrole montent, plus le shale oil, le schiste, pétrole de schiste, donc le shale oil aux États-Unis redémarre. Plus il redémarre, plus l'offre va augmenter. Plus l'offre va augmenter, plus ça peut faire pression sur les prix. D'ailleurs, justement, la hausse des stocks de brut au terminal de Cushing aux États-Unis a augmenté pour la 6e fois en cette semaine. Et la déclaration de l'OPEP, de son côté, qui a souligné un risque de surproduction mondiale de pétrole pour 2017. Ce sont ces 3 choses-là qui expliquent que le pétrole est un petit peu sous pression. On a le schiste qui redémarre, les stocks qui s'empilent et l'OPEP qui nous dit qu'on a un risque de surproduction mondiale pour 2017. Ensuite, côté entreprise, EDF, une fois n'est pas coutume, révise à la baisse ses perspectives 2017 et perd 10% ce matin. Yahoo s'est fait pirater 1 milliard de comptes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte déjà. Historiquement, il y a 10 ans, on vous aurait dit qu'une société détiendrait plus d'1 milliard de comptes de différentes personnes, que Facebook serait au-dessus du milliard, c'est vraiment des chiffres faramineux. Et donc Yahoo s'est une nouvelle fois piraté. C'était déjà arrivé sur 300 millions de comptes il y a à peu près un mois ou deux. Vivendi, qui avait dépassé les 5 et les 10% et qui atteignait 12% du capital de Mediaset hier, nous annonce qu'elle dépasse désormais les 20%. Donc OPA agressive en cours. Et puis enfin, Solocal reprend sa dernière cotation avant l'Assemblée Générale du 15 décembre qui se tiendra ce soir. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez voir qu'il y a peu de baisses. Dans les baisses, on retrouve de la défensive, des titres délaissés comme Veolia en tendance baissière, et puis bien sûr l'immobilier qui pâtit de la remontée graduelle des taux d'intérêt. Et au contraire, dans les hausses, on retrouve les bancaires qui sont très contentes de revoir les taux d'intérêt monter et de voir leur marge potentiellement se reprendre. Et c'est pour cela qu'on a les 3 bancaires dans le top 3 des hausses du CAC 40. Côté statistiques passées, on a eu 39 000 créations d'emplois en Australie contre des attentes à 17 000, donc ça c'est une bonne chose. On a aussi eu un PMI manufacturier japonais à 51,9 contre un consensus à 51,5. Globalement, que ce soit en Australie, au Japon, en Chine ou en Europe, les chiffres économiques ces dernières semaines ont été quand même de meilleures factures que ces derniers trimestres. Et puis ce jour, beau programme encore, à 10h30 les ventes au détail en Angleterre, attention à 13h la publication des taux directeurs de la BOE, à 14h30 les demandes d'allocation chômage aux États-Unis, plus les chiffres d'inflation, l'indice des prix à la consommation. Et puis ensuite on a aussi l'Empire State Survey, l'indice market de la production manufacturière, l'indice des logements NHAB. Donc 14h30, 15h45, 16h, plein de chiffres américains. Et à 16h30, comme toutes les semaines, les stocks de gaz naturel. Et puis, à noter que demain matin, à 8h45, on aura l'indice de confiance des entreprises en France. Donc voilà, une belle série de statistiques aujourd'hui.
Et puis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, je vous l'ai montré hier après-midi pour le quart d'heure US, mais au cas où vous n'étiez pas là, voici un superbe triangle chartiste sur le cuivre en données journalières. Il a été détecté par l'outil de reconnaissance de figures graphiques de la plateforme de CMC Markets. Il est noté 4 sur 5, il est très propre. Et on suivra donc la sortie de ce triangle en cours de clôture, validé, pour avoir le tempo pour la suite. Ensuite, on va passer sur la plateforme de CMC Markets. C'est comme tous les matins, on va commencer par les indices boursiers. Donc le CAC 40, je ne vous cache rien, est en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière de court terme. Il travaille la zone des 4800 points. Il a fait un nouveau plus annuel ce matin vers 4815 points. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 4740 points, les acheteurs ont la main en swing trading. La prochaine résistance est à 4840 points. Et vous pouvez voir que j'ai aussi tracé un autre canal ici en orange, au cas où on tenterait de s'extraire au-dessus des 4840 points vers les 4009, voire les 5000 points d'ici le début de l'année 2017. Si et seulement si, à un moment donné, on avait une mauvaise nouvelle, on avait un retournement de marché, on avait je sais pas moi, une banque qui fait faillite, un fonds d'investissement chinois qui est dans une situation problématique, si et seulement si le CAC casse les plus bas de la semaine, les 4740-50, là on parle de retournement de marché, de signal baissier et de chute potentielle. Tant qu'on est au-dessus de 4740, on peut soit stabiliser à plat et remonter, soit revenir vers 4750 et remonter, mais dans tous les cas, la conclusion est la même, c'est la hausse. Donc soit vous êtes d'accord avec la hausse, vous comprenez cette hausse, vous comprenez que ce n'est pas vraiment totalement de l'euphorie, mais seulement un rattrapage technique et macroéconomique ajouté à l'effet Trump et ajouté à l'effet de décembre. Donc ça vous fait un beau cocktail de facteurs haussiers. Soit vous ne tradez pas les indices. Tout simplement. Plus les indices montent, plus les indices enregistrent des records, plus j'ai des gens qui me demandent quand est-ce qu'on se retourne, quand est-ce que ça va baisser, plus j'ai de gens qui me disent que les fondamentaux sont pas bons, plus j'ai de gens qui me disent que ça monte sans volume, que c'est pas un vrai mouvement, etc. Si. Je peux vous l'assurer. C'est un mouvement qui est fondé sur une remontée progressive des fondamentaux, une amélioration des résultats en Europe, une amélioration des résultats aux États-Unis, une hausse des anticipations d'inflation et de croissance. Donc c'est un cocktail entre des chiffres véridiques qui se sont retournés ces 3-4 derniers mois et des anticipations. Alors bien sûr, sur les anticipations, les marchés peuvent se tromper. Mais on verra bien. Si à un moment on arrive sous une résistance, qu'on se retourne, qu'on fait un échec cuisant, un chandelier de retournement, une cassure de support, etc., vous inquiétez pas. On parlera à ce moment-là de la baisse. Mais en attendant, jouer la baisse, anticiper la baisse, être vendeur, c'est se mettre en face d'un train, et ce, jusque nouvel ordre. C'est le même commentaire sur le CAC, sur le DAX, sur le S&P 500, etc. On est haussier, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, tant qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut, la hausse peut perdurer dans le sens de la tendance. Le S&P 500, vous voyez, il est un peu moins haussier que les indices européens, mais on verra ce que cela donne cet après-midi. Parce que le S&P 500, lui, il est revenu sur ses plus bas de la semaine, il s'est même fait une petite frayeur, puis il s'est stabilisé ensuite. Bon, faut pas oublier que le S&P 500 il était monté beaucoup plus vite que le CAC 40. Donc quand je regarde le CAC et le DAX ce matin, je les trouve plutôt positifs, mais voire un petit peu présomptueux. Pour qu'ils continuent de grimper, il faudra quand même que les US tiennent leur support et remontent. Si ce soir le S&P casse ses plus bas de la semaine et accélère sous 2248 points, il est clair qu'il y a de l'aversion au risque qui va se développer et qu'un scénario correctif pourrait prendre forme. Mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et puis concernant l'indice de volatilité, le VIX, qui est censé mesurer en quelque sorte le stress sur les marchés, il est à 13,30, il est sur ses plus bas annuels, et quand le VIX va, tout va. C'est-à-dire que quand le VIX va à la baisse, eh bien tout va à la hausse sur les indices. Le VIX mesure le stress, et du stress en ce moment, il n'y en a pas. Alors je lis vos questions. Alors, concernant l'euro-dollar, on va en parler.
Jean-Jacques nous dit: je note une très belle divergence sur les indices américains dans les unités de temps longues. Cela me fait penser à un scénario analogue au début janvier 2016, à venir pour le début 2017. Alors, Jean-Jacques, que les indices américains soient surachetés, que les indices américains arrivent sur des résistances, que les indices américains fassent preuve de divergence, oui, ça arrive, par moment. Je le vois aussi, tout comme vous. Ça me laisse penser que début 2017 ou mi-2017 ou fin 2017, il y a un moment où ça va mal finir, on va casser des supports, on va se retourner et on aura peut-être un marché baissier qui se mettra en place. Mais en attendant, les résistances, on n'échoue pas dessous, les divergences ne se valident pas, et ce jusque nouvel ordre. Donc, essayons d'être factuels, haussiers, techniquement et fondamentalement, jusqu'à ce que le marché s'épuise, et le jour où on aura un signal baissier, on parlera de baisse. Voilà. Alors Hervé me dit: après des statistiques, les marchés décalent violemment grâce aux algorithmes de trading notamment. Il est pratiquement impossible d'acheter à un instant T et de prendre position, sauf les pros du trading qui bénéficient de plateformes performantes. Qu'en pensez-vous? Hervé, on n'est pas censé trader des statistiques en fait. Quand vous regardez les traders professionnels, c'est pas qu'ils ont des plateformes plus performantes que les vôtres. Vous avez des plateformes aujourd'hui qui sont des Rolls en 2016 pour les particuliers. On n'a jamais eu des plateformes de trading aussi puissantes et aussi techniques et aussi précises que les plateformes que vous avez actuellement. Mais vous vous trompez sur votre raisonnement en fait. Les pros, ils ne traitent pas pendant les chiffres économiques. Les pros, ils se retirent pendant les chiffres économiques et ensuite ils prennent position. Jean-Marc Fraisse me dit: bonjour, comment voyez-vous le comportement des foncières françaises en général sur les années à venir? Dans ce contexte de fête de hausse de taux, peut-on espérer des points d'entrée intéressants en 2017? Alors Jean-Marc, je ne fais pas de très long terme, je ne peux pas vous donner un avis sur plusieurs années. La seule chose que je peux vous dire, c'est que généralement quand les taux montent, l'immobilier est un petit peu moins cherché et les foncières ont tendance à en pâtir. Voilà. Donc, est-ce que ça va engendrer un point d'entrée intéressant dans l'année 2017 avant éventuellement que les foncières arrivent à se reprendre et ou que les taux redescendent? C'est une possibilité, c'est un scénario intéressant, c'est le vôtre, à vous de voir. En tous les cas, plus les taux montent et plus ils pourraient continuer de monter, plus les foncières pourraient être sous pression. Gardez cela en tête. On va passer sur le marché action. Sur le marché action, vous pouvez voir que le marché est tiré par les bancaires avec BNP, Sogé, Crédit Agricole. Natixis aussi est toujours dans une belle tendance haussière, mais elle consolide un peu après sa forte hausse récente. J'ai quelqu'un qui me demandait ce que je pensais d'AXA tout à l'heure. Bien écoutez, AXA, c'est une tendance haussière de moyen terme. Et vous voyez qu'à chaque fois, on monte petit à petit. Donc on a eu une séquence haussière la semaine dernière, on a une séquence de stabilisation. Aujourd'hui on remonte un peu et on montre que les acheteurs gardent la main et ce jusque nouvel ordre. Mais c'est pas non plus extrêmement puissant. BNP, elle, relance et retrouve ses plus hauts. Mais de nouveau, elle se retrouve sous résistance. Regardez le graphique mensuel de BNP. Ça, c'est le graphique mensuel de BNP. Vous voyez qu'en 2009, 2011, 2013, 2015, le titre BNP, à chaque fois qu'il est revenu à 60-61 euros, il s'est retrouvé sous résistance. Je ne sais pas quoi penser de cette configuration. J'ai envie de penser que c'est haussier parce que les taux baissent et que le CAC pourrait faire son rallye de Noël, on pourrait passer les 60-61-50, auquel cas on pourrait libérer un certain potentiel sur BNP. D'un autre côté, j'ai quand même envie de vous dire qu'en données journalières, on est bien monté ces 5 derniers mois et on arrive sur une zone de résistance majeure. Donc je suis partagé entre l'idée d'appuyer sur le fait qu'on est en tendance haussière et qu'on peut continuer de grimper et l'idée de mettre en avant le fait qu'on arrive sous une résistance majeure. En fait, ce que vous devez retenir, c'est que les marchés sont haussiers, qu'on arrive sur des zones de prix qui peuvent entraîner des petites prises de bénéfices, etc. Mais si on échoue fortement contre ces résistances, on peut se retourner. Mais c'est pas parce qu'on arrive sur ces résistances qu'on ne va pas les dépasser. Ça invite juste à être un petit peu plus prudent et à attendre une éventuelle cassure confirmée. Voilà tout. Ensuite, j'ai Georges qui me demande de parler de Valorec et qui me dit: Valorec ne veut pas casser les 6 euros. Quelle est votre opinion?
Mon opinion sur Vallourec, c'est qu'elle est haussière à court terme et à moyen terme, c'est qu'elle était soutenue ces derniers temps par le pétrole consolide, donc Vallourec consolide, elle est passée de 5,20 à 6 euros en l'espace de 2 semaines, donc elle a le droit de se reposer un petit peu. Voilà. Vallourec, c'est une tendance haussière donc moyen terme, une tendance haussière court terme. Vous voyez un peu comment fonctionne le titre ? On fait un plus bas, on se pose dessus, on redémarre. On fait un plus bas, on se pose dessus, on redémarre. On fait un plus bas, on se pose dessus, on redémarre. C'est pas compliqué. Tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut et qu'on touche des plus bas et qu'on redémarre, les acheteurs ont la main, la tendance est haussière. Si et seulement si Vallourec casse les plus bas de la semaine, les 5,79, alors c'est qu'à court terme, les acheteurs perdent un peu la main et qu'une consolidation un peu plus profonde pourrait intervenir. Donc pour l'instant, tout va bien, belle tendance haussière. Si on casse les 6, on continue en direction de l'objectif haussier théorique ici qui se trouve vers les 6,60, qui nous a été donné par le report de la hauteur du range ici à sa cassure. Mais on a aussi le droit de faire une pause si on casse les 5,79, 5,80. Voilà. Je continue de lire vos commentaires. Concernant Air Liquide, est-ce que l'analyse technique confirme une sortie de range ? Eh bien écoutez, on va regarder ça tout de suite. Alors Paul me dit, la conférence de Janet Yellen était intéressante, j'ai un scénario du diable. Si Trump prenait ces mesures, non pour relancer l'économie, mais pour faire éclater la bulle. Alors, c'est intéressant, Paul. Je pense que Trump, il n'est pas là pour faire éclater quelque bulle que ce soit. Je pense qu'il est là pour prendre des mesures drastiques et tenter de faire de l'Amérique quelque chose d'encore meilleur. Par contre, moi, mon scénario, Paul, mon petit scénario du diable, c'est que tout le monde pense que ça va aller mieux en 2017, que l'inflation, que l'économie va repartir, que tout va bien se passer, que Trump va dépenser. Sauf que si on anticipe trop une période faste, les taux vont remonter, le coût de la dette US va exploser, ça va déstabiliser aussi les exportateurs. Donc à terme, ça pourrait déstabiliser aussi les chiffres économiques. On sait que quand le dollar monte trop fort, ça déstabilise les sociétés américaines. Moi, je pense qu'en fait, c'est la possible suranticipation d'une période de tout va bien, je vais bien, ça monte dans tous les sens en 2017-2018. Je pense que c'est une suranticipation positive de ce scénario qui pourrait engendrer un choc obligataire qui pourrait déstabiliser l'ensemble des marchés. Voilà, c'est des choses que j'ai en tête, c'est des scénarios auxquels je réfléchis, auxquels je pense souvent, j'essaye de me les développer au fur et à mesure que les choses se passent. J'évite de vous parler de ces choses-là parce que c'est du moyen terme, c'est du long terme, peu d'entre vous en font, et puis en plus de ça, en l'absence de signaux baissiers, je préfère vous prémunir de vous mettre en face d'un train que sont actuellement les indices à la hausse, que vous parlez de scénario baissier parce que vous auriez tendance à vendre tous les jours. Saba dit, tout le monde dit qu'il faut tout clôturer fin décembre pour ne pas subir le gap de début d'année en janvier. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est complètement faux. Sur les 100 dernières années, on a eu 3 ouvertures le premier jour de l'année en baisse de plus de 2% sur le S&P 500. Et des gaps annuels sur le CAC, ça a dû arriver, oui, pareil, 2 ou 3 fois ces 50 dernières années. Et encore. Donc je ne vois absolument pas pourquoi il y aurait un gap de début d'année. Le gap de début d'année en 2016 était exceptionnel. Je ne vois absolument pas pourquoi on ferait le même en 2017. Brigitte, vous me dites que pensez-vous de l'Eurostoxx ? Mais j'ai pas besoin de vous parler de l'Eurostoxx, Brigitte. Je vous ai déjà parlé de tous les autres. Je vous ai parlé du CAC, du DAX, du S&P 500 et tous les indices sont corrélés ensemble. Donc j'ai pas besoin de vous parler de l'Eurostoxx. C'est la même chose. Alors après, je suis gentil, donc je vais vous en parler. En plus, vous êtes une des rares femmes qui écoute cette émission, donc quand même, je me dois de le souligner. Et je suis très content de vous retrouver au quotidien. L'information intéressante que je peux vous donner, Brigitte, sur l'Eurostoxx par rapport aux autres indices, parce que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus que c'est aussi à moyen terme et c'est aussi à court terme. L'information intéressante de l'Eurostoxx, c'est que la clôture de 2015 s'est faite à 3275 points. C'est-à-dire que l'Eurostoxx doit encore prendre 40 points pour finir l'année positif. Or, je vois mal le CAC, le DAX, le S&P 500 finir l'année dans le vert et laisser l'Eurostoxx, le pauvre, finir l'année dans le rouge. Donc,
je m'attendrai à une possible continuation de la hausse de l'Eurostoxx pour aller chercher le point d'équilibre de 2016. Voilà. Ensuite, ok, Saba est une femme aussi. Oui, alors les filles, les femmes, excusez-moi, je ne voulais pas faire de remarques sexistes, je voulais simplement souligner qu'on avait des femmes dans cette émission et que j'en suis très heureux et que je suis votre humble serviteur. Olivier nous dit, est-ce qu'il ne faut pas attendre les sorcières de demain pour avoir le vrai sentiment de marché? Non, Olivier, non. Non, 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 non. Ça fait un mois qu'on monte, ça fait un mois que des fonds ont mis des milliards de dollars dans les marchés, se sont placés à la hausse sur les taux, sur l'inflation, sur le dollar, sur les indices. C'est pas parce que demain on a les 4 sorcières et que on a Monsieur Michou et puis les fonds qui vont, rouler leur position sur l'échéance suivante, que le marché va se retourner, qu'on va faire -5, que l'économie en fait ne va pas bien, etc. Les 4 sorcières, c'est une séance dans laquelle on a de la volatilité intraday et parfois des trous d'air ou des accélérations, des petits chocs parce que justement des gros investisseurs roulent leur position. Mais c'est pas du tout, c'est pas ça qui va nous donner le vrai sentiment de marché. Olivier, vous faites partie, comme beaucoup d'autres, de personnes qui suivent mon émission au quotidien. Alors, comme Paul et comme les autres. Donc, il y a un moment, il faudrait aussi arrêter de douter. Sinon, je comprends que vous n'arriviez pas à acheter des indices et que vous cherchiez des signaux baissiers en permanence. On sait très bien qu'à long terme, on est en train de créer de la dette pour tenter de faire redémarrer l'économie. Et donc, à tout moment, à long terme, ça se cassera la figure, ce château de cartes. Mais si vous pensez ça, bah vous faites pas de bourse, vous tradez pas en bourse si vous pensez que ça va s'effondrer à long terme et que ça va être la fin du capitalisme et qu'on nous ment et que c'est de la dette, etc. Si vous voulez trader les marchés, vous faites soit du trading intraday, soit du swing, soit du moyen terme. C'est ce que font la plupart d'entre vous, voire même de l'intraday ou du swing, c'est-à-dire des trades sur plusieurs séances, pour 95% d'entre vous, ceux qui m'écoutez aujourd'hui. Donc, comprenez bien que les chiffres soient bons ou pas, qu'on y croit ou pas, par rapport à ces derniers mois, je vous ai quand même bien montré que les résultats en Europe s'étaient stabilisés, que les résultats aux US s'étaient améliorés, que le chômage continuait de baisser, que l'inflation était remontée sensiblement, qu'on avait quand même d'une confiance des consommateurs qui remonte. Donc, prenons note de ces chiffres, comprenons-les, validons-les. Les fondamentaux sont bien en train de se retourner à la hausse, donc ça grimpe. C'est tout. C'est comme ça. Jusqu'à nouvel ordre. Alors ensuite, on avance un peu. Je réponds à vos questions. Donc j'ai 3 actions à regarder. 2 actions. Non, 3. Donc Dassault. Dassault, typiquement, valeur en tendance haussière depuis des années. Belle tendance haussière, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors vous pouvez voir que le rythme de progression s'est un peu calmé 2015, 2016. On doit pouvoir tracer, je pense, une sorte de canal baissier canal haussier de la sorte, voilà. Et donc voilà, Dassault, c'est une tendance haussière de long terme, une tendance haussière de moyen terme, et on est posé sur support, et on est stable. Voilà. Donc tendance haussière long terme, tendance haussière moyen terme, tendance baissière depuis 2 mois, on s'est stabilisé sur les 69 €. Il faudrait qu'on réussisse à casser les plus hauts des dernières séances, puis la MM 20 jours, pour qu'un rebond tangible puisse se mettre en place en direction des prochaines résistances à 72, puis à 75. Donc pour l'instant, on est en zone de prix, on pourrait décaler à la hausse dans le sens de la tendance de long terme, mais cela reste à confirmer. Ensuite, autre action intéressante, Sequana. Je vous en ai parlé l'autre jour. Alors, Sequana. Donc Sequana, elle est sur le fil du rasoir. Elle a fait un rebond de court terme. Ok. Elle a attaqué sa résistance de moyen terme et elle l'a dépassée. Ok. Mais depuis, aucune accélération.
Depuis qu'elle a cassé, mardi, mercredi, aujourd'hui jeudi, on consolide, on revient vers cette zone de prix. Tant que les cours de Sequana restent au-dessus des 1,58, on peut considérer que c'est un pullback avant une éventuelle reprise de la hausse. Si on repasse rapidement sous les 1,58, on invalide la sortie de ce canal baissier, on redonne la main aux vendeurs à court terme et on pourrait plutôt assister à une stabilisation. Donc c'est un petit peu décevant, on a eu une accélération, deux accélérations, mais celle-là pour l'instant ne se valide pas. On aura la réponse dans les heures, les séances à suivre. Et puis pour finir, je vais vous parler de BIC. BIC est un titre dont on avait parlé dans une émission récemment, et je vous avais montré donc cette configuration de moyen terme. Donc voici BIC, 2011, 12, 13, 14, 15, belle tendance haussière. 2016, année un peu décevante. Vous pouvez voir que le titre donc, a fait un plus bas ici à 115, une deuxième fois, enfin 114,75, une deuxième fois 114,75. Ici, c'était plutôt positif. On avait les cours qui avaient fait une base de retournement. On était reparti à la hausse. Néanmoins, vous voyez, ces dernières séances, c'est un peu décevant ce comportement des cours. Je pense qu'on peut tracer une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts des derniers mois. C'est le cas. Donc j'aurais tendance à être neutre, à être attentiste et patient sur ce titre. On est dans une consolidation à plat, on est neutre. On a tenté de démarrer à la hausse, mais ça ne confirme pas pour l'instant. On verra dans les séances et semaines qui viennent. Si on arrive à casser cette oblique pour de bon, on aurait alors un signal haussier, on pourrait redémarrer vers les plus hauts des derniers mois. Si au contraire, on revient vers le support, voire même qu'on le casse par la suite, alors, à la clé, ce seront les 114,75 qu'on a testé au mois de février et au mois de juin. Donc, neutre en attente de cette sortie de triangle. Et puis, dernier titre, c'est bien parce que vous me le demandez, Sofei. Donc c'est peut-être encore une femme. Bon, j'arrête avec ça. Bonjour Monsieur Chéron, pourriez-vous regarder AB Science et me dire si elle est en consolidation ou va réintégrer sa baisse? Merci et bravo pour vos quotidiennes que je regarde tous les matins. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc, AB Science, c'est une biotech. C'est un titre qui est assez punchy quand il démarre à la hausse. Vous pouvez voir ici qu'en fin 2014, début 2016 et fin 2016, on a touché une oblique de soutien majeur. Suite au test positif de cette oblique, eh bien, la semaine du fin novembre, ici, on avait fait une belle explosion haussière. Ce qui est un petit peu décevant, c'est que depuis ce décalage haussier puissant, eh bien, c'est relativement mou. On a une semaine de consolidation, de prise de bénéfices. On est sur la zone des 11,50, 11,60. C'est une zone intermédiaire. Il serait quand même positif de réagir ici et de tenter de redémarrer. Ça, ce serait très bien. Si au contraire, on continue de baisser, on est susceptible de revenir vers les 10,80 €, 11 €, c'est-à-dire l'oblique précédemment testée pour peut-être la casser. Et si on continue de baisser encore, on pourrait même venir fermer le gap ici, laisser ouvert à 10,50 €. Donc pour l'instant, on a touché un support long terme, on a cassé une oblique moyen terme et on consolide depuis. C'est pas la fin du monde, on a quand même eu des beaux signaux haussiers. Mais tant qu'il n'y a pas un regain d'intérêt, une relance haussière, une cassure d'un seuil technique ou psychologique, ne serait-ce que les 12 € qui ont bloqué hier et avant-hier, eh bien, il faut être factuel et constater que ce titre est un petit peu quand même délaissé. Voilà. Et puis, dernière des dernières actions avant de passer aux matières premières, c'est CGG Veritas. CGG Veritas, elle a tenté de réintégrer le range dans lequel elle était entre février et octobre. Et vous voyez que pour l'instant, elle n'y arrive pas. Donc vous voyez, CGG Veritas, elle était entre 13,80 et 27 € pendant des mois. Suite à la publication de résultats décevants au mois de novembre, elle a cassé ses plus bas. Je trouvais intéressant de voir qu'elle essayait de se réaccrocher à ses anciens plus bas de février et à réintégrer en fait son range précédent.
Mais le problème, c'est qu'avec cette consolidation du pétrole depuis plusieurs jours, eh bien, le titre est vendu tous les jours et repasse de nouveau sous cette zone des 13,50 €, des 13,80 €. Donc, j'aurais tendance à être prudent. C'est un dossier qui est fondamentalement mauvais. La tendance est baissière à long terme, à moyen terme et en données journalières. Donc si on arrivait dans les séances à venir à redémarrer à la hausse et puis à casser les plus hauts des dernières séances, pourquoi pas. Mais en attendant, là, force est de constater que les vendeurs ont la main. Soyons factuels. Ensuite, on passe aux matières premières. Alors, c'est pas que j'ai envie de rebondir forcément là-dessus, hein, mais Brigitte nous dit c'est bien que vous parliez des femmes dans le monde du trading, il n'y a pas que des hommes. Peut-être par contre que les femmes ne réussissent pas mieux que les hommes. Alors par contre, Brigitte, si je peux me permettre de rassurer les femmes qui écoutent cette émission, sachez qu'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui font de la bourse. Sachez par contre que les femmes ont de bien meilleures statistiques que les hommes. Les hommes, on a une grande proportion de traders particuliers qui ne sont pas des traders, des investisseurs, mais qui sont des parieurs, qui sont là pour jouer et qui sont là pour ressentir des émotions. Alors que les femmes, elles, sont connues pour être mesurées et faire des calculs. Et généralement, dans les salles de trading, les performances des femmes sont bien meilleures que celles des hommes. Allez, sur ce, je passe à la suite avec les matières premières. Donc sur les matières premières, on a le gaz qui s'est stabilisé à plat après être sorti de son canal haussier. Donc il est passé de haussier à neutre. Et je vous rappelle qu'on aura les stocks de gaz cet après-midi à 16h30. L'or, étant donné que les indices et les taux et le dollar continuent de monter, eh bien l'or continue de baisser dans son canal baissier. Je vous invite à relire l'analyse que j'ai écrite en début de semaine, l'or en chute libre. Non, c'était pas l'or en chute libre cette fois, c'était 220 $ de baisse et après. Donc j'expliquais que tant qu'on était dans un canal baissier, on pouvait continuer de baissier. Seule une sortie de ce canal pour moi changerait la donne, donc patience. La bourse, c'est de la patience, hein. Retenez bien quand même que une tendance peut durer parfois pendant des séances, des semaines, voire des mois, voire sur certains actifs des années. Donc voilà, il faut savoir des fois être factuel, changer son fusil d'épaule et être dans le sens de la tendance. Ensuite, le blé, il consolide à plat, tout va bien pour le moment, on est toujours au-dessus des 388-390, les acheteurs gardent la main mais il faudrait transformer l'essai. Le jus d'orange, il est posé pile poil sur son oblique de moyen terme, on va voir si une réaction intervient ou si une cassure se fait. Le riz, il est sorti par le bas hier après-midi de notre petite consolidation, donc là, on peut considérer pour de bon que les vendeurs reprennent la main, qu'on a échoué sous la moyenne mobile à 70 périodes et la zone des 9,75, 9,85. Donc le riz reste baissier jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Concernant le pétrole, c'est aussi à moyen terme. En données journalières, on a été un peu haut, un peu vite. Donc on est venu clôturer le gap laissé ouvert lundi. On se stabilise et pour l'instant, je n'attends pas grand-chose du pétrole. Laissons un peu le temps au temps. Après un mouvement aussi puissant, on ne peut pas savoir si ça va tenter de redémarrer ou bien consolider un petit peu plus. Attendons que une construction technique se fasse, que l'on puisse l'apprécier. Et puis enfin, le sucre continue de baisser dans sa tendance baissière. Et voilà, le prochain support technique majeur se trouve à 16,70 et la résistance se trouve à 18,50. Et enfin, les devises pour finir cette émission. Donc Didier Le Riz, je viens d'en parler, c'est bon. Fadi, content que ça vous plaise. Et pour finir donc cette émission, les devises. Donc sur les devises, dollar is the king. Le dollar est le roi. Le dollar a cassé ses plus hauts annuels des plus hauts de 13 ans hier en cours de clôture. Il a gapé à la hausse et il est haussier encore ce jour. Alors il est tout à fait légitime étant donné la hausse que vient de faire le dollar en l'espace de 24 heures qu'il consolide un petit peu, voire qu'il se stabilise à plat ou qu'il vienne reprendre appui sur son support.
Tant que le dollar américain sera au-dessus de cette zone des 102 points qui étaient ses anciens plus hauts du mois de novembre, le dollar est haussier, les paires en dollars seront sous pression et les actifs dénominés en dollars également. Si et seulement si le dollar devait repasser rapidement en cours de clôture sous les 102 dans les séances à venir, attention, on parlerait alors de faux signal haussier, de piège haussier et de revirement de situation. Donc pour l'instant, rien à dire, c'est aussi à moyen terme, c'est aussi en données journalières. On a fait une cassure haussière hier, c'est la raison pour laquelle on a des baisses sur les paires en dollars. Mais voilà, si vous voulez vendre le dollar, si vous êtes baissier fondamentalement sur le dollar, si vous ne croyez pas à ce scénario haussier du dollar, eh bien, moi en tous les cas, pour une alerte, j'attends une éventuelle clôture sous les 102. Tant qu'on est au-dessus de 102, pas d'alerte.